Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. On parle de petite hydroélectricité dans notre débat avec Nicolas Fléchon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes administrateur de France Hydroélectricité. Philippe Baudry, bonjour. Bonjour. Le président de Dream Energy, également président d'Artea. Alors là, on est dans le secteur de l'immobilier tertiaire. France Hydroélectricité, c'est le syndicat professionnel de la petite hydroélectricité. Je vous avoue humblement, je ne connaissais pas ce terme. De quelle centrale parle-t-on en fait ? Alors c'est vrai qu'on parle souvent, l'hydroélectricité souvent c'est les barrages. Oui, on imagine les gros barrages, etc. Alors ça en fait partie. Ouais. Aujourd'hui, l'hydroélectricité d'ailleurs, c'est une contribution majeure sur les énergies renouvelables. C'est la première source d'énergie renouvelable en France. 25 gigawatts versus 70 gigawatts, c'est 40% de la production énergie renouvelable aujourd'hui, c'est de l'hydraulique. Donc avec à peu près 5% de l'énergie consommée, voilà, pour donner les quelques chiffres. Mais c'est surtout 2600 installations partout en France. Et c'est là qu'on arrive dans la petite hydroélectricité. Voilà, il y a des petites centrales. Et il y a surtout beaucoup de petites, dispersées, petites installations, petites et moyennes installations, opérées parfois par des familles historiques, parfois par des... C'est vraiment une culture industrielle et d'installations qui sont vraiment implantées complètement dans le territoire. Donc, sa caractéristique, c'est une industrie ancienne. Ancien, souvent, ça a une connotation un peu péjorative. Dans l'énergie, c'est plutôt une connotation positive. Ça veut dire que c'est une énergie qui était là, présente dans le passé, qui est toujours là aujourd'hui, donc qui rend des services. Et c'est vraiment une caractéristique de cette énergie, c'est qu'elle peut durer une centaine d'années. On a aujourd'hui, parmi nos adhérents, des centrales qui existaient il y a 100 ans et qui sont toujours là, qui continuent à performer. Et on rentrera évidemment dans le détail dans un instant. Je veux bien, Philippe Baudry, que vous nous présentiez Dream Energy. Très bien. Alors effectivement, vous l'avez dit, on vient d'un groupe immobilier. Donc Dream Energy a démarré par l'immobilier durable. Donc on a commencé tout simplement par installer des panneaux solaires et on a souhaité devenir un acteur un peu global, c'est-à-dire d'être un producteur et un fournisseur d'énergie. On est d'ailleurs aujourd'hui aussi un opérateur de mobilité. Et la deuxième énergie, puisqu'on a démarré par le PV qui nous a intéressés pour beaucoup de raisons, c'était effectivement la micro-hydraulique. Donc aujourd'hui, on possède un peu plus de 20 barrages hydrauliques en France, haute de chute, bas de chute, etc. Bon, je suis un peu technique, tout ça. Et on est très content d'ailleurs de faire cette activité où on est à la fois opérateur, mais aussi constructeur, dans le sens où notre fonds de commerce, c'est plutôt de racheter des vieux barrages qu'on rénove, qu'on reconstruit. Et d'ailleurs, on est même actionnaire de nos sociétés de maintenance et de construction. Voilà. Donc une vision et une politique globale, je comprends bien. Sur cette énergie verte, alors au-delà de l'engagement que ça représente pour une entreprise, évidemment, ce qui est quand même très important, il y a d'autres avantages. Par exemple, est-ce qu'il y a plus de stabilité des prix avec ce type d'énergie ou pas ? Nicolas Fléchon. En fait, quand on construit une centrale hydroélectrique, alors peut-être pour bien éclairer ce que c'est, une centrale hydroélectrique typique, je prends une centrale par exemple de 2 mégawatts. 2 mégawatts, ça va faire à peu près l'équivalent en consommation énergétique d'un village de 2000-2500 habitants. Concrètement, c'est une prise d'eau. Alors, on peut utiliser, en fait, l'hydroélectricité, c'est utiliser la force motrice de l'eau. Donc, soit on utilise la différence de hauteur, donc on va typiquement dans des massifs alpins, soit on est plutôt sur des rivières où on va utiliser le débit. Voilà. Prenons l'exemple de la montagne. Donc, on a une prise d'eau en altitude qui à peu près l'équivalent de ce plateau en taille, donc c'est relativement compact. C'est pas énorme, Une conduite forcée, donc on achemine l'eau jusqu'en bas de la montagne, donc qui est complètement enterrée, complètement discrète, et en bas on a une centrale de production. Et donc développer un projet hydroélectrique, c'est concevoir cet ouvrage, mais en construisant le modèle sur 40 ans. Donc, on est dans une vision long terme. Et donc, ça garantit une stabilité sur les prix ou pas ? En fait, il y a un modèle français qui est d'ailleurs assez vertueux, qui est en train de reprendre l'Europe, c'est de dire, pour donner de la visibilité à l'industriel, on lui garantit un prix sur la durée. Donc, on vient négocier avec l'État un tarif qu'on appelle complément de rémunération dans lequel nous on dit le bon tarif c'est celui-là, on participe à un système d'enchères et ensuite ce prix est garanti pendant 20 ans, ce qui donne une vraie stabilité du prix et ça c'est important par rapport aux périodes qu'on a pu vivre ces dernières années. Ça permet de financer des projets. Et ça permet de financer des projets. C'est très important. Vous développez, j'ai vu ça en préparant l'émission, un réseau de superchargeurs en France. De quoi il s'agit ?
Alors, les superchargeurs, c'est en fait c'est des bornes de recharge. Oui. Comme son nom l'indique, donc une borne classique, ça fait entre 7 et 22 kg, et un superchargeur, ça fait en gros entre 150 et 300 kg. Oui. Ça permet en fait simplement de recharger un véhicule avec une expérience assez proche du moteur thermique, en gros en 15 minutes. En 15 minutes, vous rechargez votre véhicule et vous pouvez faire, selon le véhicule, entre 300 et 350 kilomètres. Voilà. On en a trouvé beaucoup le long des autoroutes et puis maintenant, dans le retail, par exemple, on en trouve beaucoup. Bien sûr. Tout ça, c'est cohérent Oui, parce qu'en fait, notre idée, c'est toujours d'avoir un modèle intégré et de garantir, puisqu'on est aussi fournisseur, on a la licence de fournisseur, donc vous injectez, en Savoie, par exemple, on a parlé de haute chute, de l'énergie dans le réseau, et vous tirez donc cette énergie, et cette énergie, elle est bas carbone, puisqu'on a un certificat d'origine, et c'est le modèle qu'on propose à nos clients, c'est-à-dire d'avoir une recharge qui est garantie. Et donc, en gros, pour vous donner un chiffre par rapport au mix énergétique européen, c'est-à-dire nucléaire, charbon, tout ce qu'on veut, gaz, eh bien, sur la vie d'un véhicule, le modèle qu'on propose va vous permettre d'avoir un bilan carbone qui sera 3 fois meilleur qu'avec une énergie classique. Donc, votre véhicule, dans sa durée de vie, aura cette efficacité qui sera 3 fois supérieure en termes de bilan carbone. Oui, ça dépend évidemment de la source de l'énergie et de l'électricité. Du fait de l'origine de l'électricité. Bien compris. Quand vous disiez une vingtaine de centrales, de petites centrales, voilà, c'est ça. C'est ça. Vous les rachetez? Ce sont des centrales qui étaient en déshérence? Il faut les relancer? C'est quoi le modèle en fait? Alors, monsieur l'a rappelé, il y a à peu près 2300 centrales, microcentrales à peu près en France, et très peu vendent. C'est un produit qui est très recherché, donc très peu sont à vendre. Donc c'est très long en fait de constituer un portefeuille, et accessoirement, on a nous plutôt pour habitude d'acheter des barrages un peu anciens qu'on rénove. Donc à la fois le barrage proprement dit, parfois on change les turbines, ce qui permet aussi d'avoir ce qu'on appelle les contrats d'obligation d'achat avec l'État, et donc par là même d'améliorer la production, et tout en finançant plus facilement les opérations. Oui, alors vous l'avez dit, environ 2270 centrales on va dire, petite hydroélectricité, pour reprendre les termes. Ça représente 2200 mégawatts, c'est ça, de puissance installée sur le territoire français. Est-ce que je lis bien mes chiffres? Parce qu'il y a des chiffres que j'ai du mal à comprendre. On est en train de les voir s'afficher, je pense, normalement. Merci beaucoup de me suivre en régie. 2200 mégawatts et... Alors ça, c'est quoi? C'est terawattheures par an de production en moyenne. Ouais. Quels sont les freins au développement de cette source d'énergie verte? Alors, déjà, c'est une super source d'énergie, sans faire de prosélytisme. Alors moi, je suis moi-même producteur dans plusieurs filières, et c'est une énergie qui est effectivement complètement décarbonée, qui apporte de la stabilité au réseau aussi. On parlait de la stabilité prix, mais au réseau, et ce réseau, il en a besoin, parce qu'il a besoin aussi d'intégrer massivement ces énergies renouvelables. Et c'est par nature, par la technologie, apporte cette stabilité au réseau. C'est-à-dire que ça tourne tout le temps? C'est-à-dire qu'on vous utilise... Contrairement à de l'éolien ou du photovoltaïque qui peut avoir des C'est une énergie qui est plus pilotable, sur laquelle on peut maîtriser le démarrage et l'arrêt des machines, ce qui est aussi un avantage vraiment en termes de prévision du réseau. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des avantages qu'on met en avant. Et il y a encore un potentiel de développement de peu près 12 TWh, vous citiez tout à l'heure 6, donc c'est 12 TWh, ce qu'on peut encore aller chercher sur l'ensemble des territoires pour développer. Mais alors c'est quoi? C'est de nouvelles centrales qu'il faut construire, c'est ça? Alors, ou de nouvelles centrales qu'il faut construire, ou d'anciennes centrales qu'il faut optimiser, rénover, comme on l'a dit. Et là, il y a un vrai potentiel. Donc là, il y a tout un travail de modernisation de cette industrie. Donc ça, c'est un vrai potentiel. Après, on se dit, il n'y a qu'à y aller. La réalité est assez paradoxale, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur le fait de dire il faut y aller. Et on sait qu'il faut ce mix d'énergie renouvelable. La réalité des développeurs, et j'en fais partie, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi difficile de développer les énergies renouvelables. Et c'est une centrale à développer, c'est aujourd'hui 5-6 ans dans le meilleur des cas. On a développé des centrales en 3 ou 4 ans. Et je dirais aujourd'hui, c'est plutôt 10 ans pour développer une centrale. Donc la question, c'est pourquoi? Quel est ce paradoxe? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des obstacles. Il faut simplifier, en fait, le parcours administratif qui est aujourd'hui, malgré les lois d'accélération, est plutôt en train de s'alourdir. Il faut simplifier, il faut effectivement permettre à l'existant de pouvoir se développer, augmenter ses puissances, et ça c'est important. Et puis travailler sur l'acceptabilité. Alors ça c'est vrai pour l'ensemble des énergies renouvelables. L'avantage de l'hydro, c'est que c'est celle qui bénéficie du meilleur capital sympathie, donc c'est important, mais il faut maintenir ça. Et je dirais qu'il faut facilite aussi... les nouveaux projets à monter. Même question sur les freins.
frein? Comment vous ressentez ça Effectivement, on peut rajouter effectivement en complément, mais ça revient exactement même sur cette fameuse durée qui peut durer 5-10 ans, c'est tous les recours aussi qui sont un peu faciles et très nombreux, systématiques, souvent pour des raisons qui ne sont pas forcément directement liées au projet, pour des raisons politiques, etc. Et ça, évidemment, c'est un frein considérable au développement. Surtout, ça crée une notion de risque et du coup, forcément, ça freine les ambitions, puisqu'on sait qu'on a un risque quand on développe un projet de ne pas aller au bout, alors que le coût, les études d'impact, toutes les études environnementales sont de plus en plus, comme monsieur l'a rappelé, plus en plus longues, plus en plus contraignantes. Et c'est, je pense, si vous êtes d'accord avec moi, la principale difficulté de cette industrie qui a effectivement, en termes d'impact, qui a peu d'impact par rapport à une éolienne qui fait notamment débat en ce moment, voire même des panneaux solaires, pourtant nous on en fait. Et là, c'est une énergie qui est discrète, comme le rappelait monsieur tout à l'heure. Une conduite forcée, c'est enterré, on ne la voit pas, donc ça n'a pas d'impact sur le paysage, quasiment. Et c'est la plus territoriale d'entre elles. Ça veut dire quoi? Ça fait souvent travailler un écosystème, donc c'est assez technologique, donc ça fait travailler... alors c'est une industrie d'ailleurs souveraine, souvent ces technologies sont françaises ou européennes, donc ce qui est aussi important. Donc, faites travailler un écosystème. Le modèle de construction fait que vous servez une redevance aussi au territoire. Et je trouve que c'est vraiment important l'exemple que vous citiez, parce que l'énergie électrique, c'est assez virtuel, c'est quelque chose d'assez conceptuel. Puis on s'y intéresse peu, parce que tous les matins, quand on appuie sur ça nous semble normal d'appuyer sur le bouton. Exactement. Et là, de faire le lien entre quand j'utilise mon superchargeur, je sais quelle est la nature, quelle est l'origine, et je sais d'où elle vient, c'est-à-dire de pouvoir dire ça vient de cette centrale, et de pouvoir garantir le fait... Je trouve que c'est vraiment important, parce que ça travaille sur cette pédagogie qui est absolument nécessaire aujourd'hui pour garantir l'acceptabilité et l'adhésion. Merci beaucoup, merci à vous tous les deux d'être venus dans ce Smart Impact. À bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup tout de suite, c'est Smart Ideas.